De retour sur le plateau de la Tranche Info, place maintenant à l'échange et au débat dans votre focus. Et nous sommes jeudi, donc nous allons parler anthropologie noire avec notre expert des humanités classiques africaines, Nusere Kalala Omotunde. Bonsoir professeur. Bonsoir. On en vient donc au cours du jour, à savoir l'origine africaine du zéro. Oui, alors l'origine africaine du zéro, c'est vraiment quelque chose dans le récit historiographique, dans l'histoire de l'humanité, très étrange. Parce que s'il y a un territoire où on a évacué l'Afrique, c'est bien l'historiographie du zéro. L'histoire du zéro mathématique, c'est quelque chose d'étrange parce que quand on écoute ce qui est dit, on voit ce qui est présenté aux jeunes générations, dans les manuels scolaires, dans les lieux d'enseignement. Il y a une espèce d'omerta sur le zéro africain. Et c'est ça qui est très étrange. Alors c'est pour ça que le mieux, j'ai amené un premier document, si on peut prendre le temps de le regarder, parce qu'on parle de tout le monde, sauf des Africains. Donc ça, au moins, c'est assez particulier. Professeur. Voilà, donc on voit ici qu'on a abordé plusieurs civilisations et leur apport, je dirais, à l'investigation intellectuelle sur le zéro, mais vous voyez qu'on survole l'Afrique, on va d'un côté, on va de l'autre, mais la dimension africaine n'est pas abordée. Alors c'est vrai que la chose s'est fait de telle sorte que finalement, on accepte cette disparition de matériaux, donc montrant qu'il y avait un zéro africain, tout simplement parce que c'est un peu comme s'il y a des enjeux sur certains territoires scientifiques. Alors, voyons le deuxième document, qui est un chercheur, un professeur, qui aborde justement cette réalité-là, mais en excluant toujours le zéro africain. Donc c'est intéressant de le voir. On y va. Alors ce cours, son titre le dit, de zéro à l'infini, une histoire de nombres. Le sujet principal, c'est les nombres, qui font partie de la pensée humaine depuis l'Antiquité. Alors une des premières questions concernant les nombres, c'est déjà de savoir ce que c'est qu'un nombre. Au départ, on peut penser à un nombre comme une manière de mesurer une longueur, de mesurer une aire, mais ensuite il y a le nombre qui devient un concept abstrait qu'on utilise comme tel, le nombre 3, le nombre 4. Tout ceci a évolué dans l'histoire et l'un des exemples les plus flagrants, c'est le zéro. Pour les Grecs, le zéro est inexistant, les nombres négatifs aussi d'ailleurs. Utiliser un symbole pour indiquer quelque chose d'absent était inexistant. Dans la tradition occidentale, on n'a pas vu du tout le zéro pendant très longtemps. Il a fallu une longue histoire qui a passé par les Indiens, puis par les Arabes dans les siècles 9e, 10e siècle,
pour finalement revenir à nous dans l'Occident, pour que l'idée de ce zéro, d'abord comme élément de position dans l'écriture des nombres, puis comme concept, comme l'idée que c'est aussi un nombre, puisse apparaître. Alors, entre 0 et l'infini, il y a aussi beaucoup d'autres nombres que les mathématiciens mettent dans des boîtes, ils les classent avec différents noms qui leur sont propres. Il y a des nombres rationnels, il y a des nombres irrationnels, il y a des nombres transcendants, et puis il y a des nouveaux nombres qui ont été utilisés, des nombres imaginaires. Tous ces mots sont tout à fait suggestifs et étonnants, et ils font partie de l'évolution de l'histoire des nombres. Alors, ce cours est ouvert à tout étudiant de l'Université de Lausanne, donc il n'y a pas besoin d'avoir un bagage mathématique particulier. Alors, c'est un cours qui est un cours de mathématiques, mais en même temps... On fait ça. Alors, on voit que là, ça devient quand même un sujet sérieux, parce que à chaque fois qu'on aborde la thématique du zéro, on n'est pas dedans. Alors, ça me renvoie en fait il y a plus d'une dizaine d'années, effectivement, avec l'école dioppienne, on s'était penché sur cette problématique-là, à travers justement le fait qu'il y avait eu une discussion entre deux scientifiques sur un papyrus en particulier sur lequel on retrouverait la trace du zéro. Alors ça nous a emmenés dans une grande aventure, mais c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc avec Cheikh Mbaké, avec Fougain, avec Bellec, donc à l'époque, parce que et aussi René-Louis Étilé, parce que on s'est dit mais est-ce qu'on est en mesure de pouvoir remonter la trace de cette présence du zéro, de retrouver le papyrus et de pouvoir se dire voilà, il y a quelque chose, il y a quand même quelque chose. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a découvert que c'est un Français. Qu'on présente comme un brillant égyptologue, Auguste Mariette, qui a fait des fouilles dans un tombeau de Thèbes, donc tombeau datant de la XIIIe dynastie, et il va trouver, aux alentours de 1800-1750 de l'ère ancienne africaine, des objets appartenant à un scribe comptable dans un tombeau, et des papyrus. Et ce qui va l'intriguer, c'est la présence de nombreux chiffres sur ces papyrus. Alors pourquoi ? Parce que tout simplement, il est arrivé un peu dans le ministère de l'économie de Pharaon, puisque Thèbes, c'est là où se trouvait la capitale pharaonique. Donc il y avait un trésor royal qui faisait la comptabilité, qui recensait la comptabilité de tous les temples, et une comptabilité royale, donc au niveau donc de la capitale. Et c'est là qu'on va retrouver toute une série de papyrus, donc papyrus 10, 11, 12, donc les boulacs, donc 12, 13, 14, mais c'est le 18 qui va nous intriguer, parce que le 18, c'est celui-là où il y aurait la mention du zéro. Donc, Cheikh Anta Diop avait ouvert la voie. Cheikh Anta avait dit, il semblerait qu'au départ, on laissait un espace. On laissait un espace vide où on aurait mis quelque chose pour montrer le zéro. Est-ce qu'on peut voir d'ailleurs le document suivant ? On va commencer par Mariette, parce que c'est quand même intéressant de voir voilà, ce qui est dit sur ce Mariette, Auguste Mariette. Voilà, si on peut montrer maintenant l'image, parce que l'image qu'on a vue tout à l'heure, il y avait le texte, c'est le document, le rapport de fouille d'Auguste Mariette. Quand il est rentré dans le tombeau de Néferhotep, si on peut revoir le document, voilà, c'est le numéro 4 bis, exactement, je crois, voilà. Donc vous voyez, ce qui frappe avant tout dans le papyrus Boulak 18, c'est le nombre considérable de chiffres qu'on y trouve.
Le papyrus est en effet un livre d'où sont enregistrés les comptes de diverses fournitures faites donc de la maison de la reine et quelques autres personnages de la famille royale. Donc on est vraiment dans le cadre royal. Donc le papyrus n'a pas de nom lui-même, d'accord, comme c'est le cas pour Yamessou par exemple, mais en faisant des fouilles dans le tombeau, il va trouver des objets, notamment une canne, et sur cette canne-là, eh bien, il y a le nom de Néferhotep. Et donc c'est comme cela, donc il va trouver différents objets avec le nom du propriétaire du tombeau, et c'est comme ça que on va savoir que ces papyrus-là appartenaient à un mathématicien expert comptable donc de l'époque qui s'appelle Néferhotep. Donc à partir de ce moment-là, c'est intéressant de voir le document puisque c'est un très beau document en fait qui est au musée Boulac. Voilà, donc c'est ceci. Donc vous voyez toute une liste de comptes. Malgré le temps, le papyrus a été déchiffré. Et à partir de voilà, donc c'est là où ça devient très particulier parce qu'on a beaucoup de chiffres sur ce papyrus. D'accord ? Donc on va remonter le fil de l'histoire. Si on peut voir le document suivant, voilà. Alors là, par contre, vous voyez, Sir Alan Gardiner, qui est un brillant égyptologue anglais décoré, anobli par la reine d'Angleterre et compagnie, dans son Egyptian Grammar, il va s'intéresser aux comptes sur les papyrus Boulac. Et vous voyez, là où j'ai mis le cercle rouge, c'est là qu'on commence à être intrigué. On se dit que quand vous avez 135, vous avez un vide et vous avez 10. Donc, ça veut dire qu'on a ajouté 10 à 135, ce qui donne le total 145. Et il n'y avait pas de chiffre. Il y avait rien. Il y avait 0. D'accord? Dans la ligne où vous avez 200 à côté. Et quand on voit à côté 1680 plus 200 plus 100, on a 1980. Donc on comprend bien qu'on a un document comptable où là, ce qu'on disait pour les Babyloniens et les autres, il y a une apparition d'un 0 et un espace vide qui est laissé pour notifier qu'il n'y a rien, qu'il y a une valeur 0. Ça se passe pas en 900. Ça se passe pas en 600, ça se passe pas. Là, nous sommes en 1700, c'est-à-dire qu'on a des documents relativement anciens. Vous voyez, nous sommes pratiquement en 2000 de l'ère ancienne africaine et nous avons un document qui montre déjà cette réalité-là. Vous voyez, donc, c'est-à-dire que maintenant, la question c'est quoi? Il faut comprendre en fait la problématique. Il s'agit d'investiguer. Est-ce qu'on peut voir le document suivant? Parce que ça a été quelque chose quand même d'assez particulier. Voilà. Donc, avec notre institut de l'époque, on mène une enquête pour retrouver les éléments de ce papyrus Boulac 18. Et donc, on passe du temps parce que vous savez, les papyrus, c'est 800 mètres de long, enfin, c'est quelque chose, donc c'est un document assez épais. Et on essaye de retrouver la page où le calcul comptable donne comme résultat 0. Et là, on réussit à trouver cette page-là, donc toujours de traduction sur Alan Gardiner, et qu'est-ce qu'on a? On a 4 zéros. Donc on se dit, mince, là on progresse quand même dans l'enquête. Mince, on a 4 zéros, ça veut dire qu'il y a vraiment cette réalité du chiffre nul, du chiffre rien, de la valeur rien en fait, il y a quelque chose. Donc à partir de ce moment-là, on se dit, bon voilà, est-ce que sur le document original, puisque là on a une copie en anglais, est-ce que sur le document original, ils ont laissé un espace vide, comme on l'a vu par exemple sur des anciens documents rapportés par Sir Alan Gardiner, ou est-ce qu'ils ont mis un signe particulier? Donc c'est là que vraiment on a commencé à avoir quelques difficultés pour avoir l'original du papyrus, c'est-à-dire avoir même une copie, avoir quelque chose. D'accord? Donc on va faire appel à la communauté égyptologue, notamment anglophone, de manière à faire en sorte de savoir est-ce qu'ils auraient une copie, un élément du papyrus Boulac 18. Et donc, est-ce qu'on peut voir le document suivant? Parce que c'est quand même très, très intéressant. L'expert comptable Néferhotep, donc, a notifié le 0. C'est-à-dire qu'on se rend compte que sur le document de Néferhotep, on n'a pas un espace vide. Voilà. C'est-à-dire que là, on avance sur quelque chose. Nous sommes en 1750 de l'ère ancienne africaine, d'accord? Et c'est le papyrus Boulac 18, c'est-à-dire qu'on a identifié un papyrus sur lequel notre quête intellectuelle, notre quête historique est manifestement figée sur un document qui est le papyrus du Boulac 18. Quand nous allons détenir le papyrus Boulac 18, donc
à nouveau, il va falloir passer du temps pour trouver la réalité originelle de la main de Néferhotep qui notifiait les 4 zéros que je vous ai montré sur le document d'anglais. Et on a fini par, vous voyez, donc c'est moi qui ai entouré les 4 symboles entourés en bas à gauche. Donc c'est moi qui ai entouré les 4 symboles pour montrer, voilà, on a trouvé la ligne qui avait été traduite par les Anglais et qui notifie que mince, il n'y a pas d'espace vide. Là, on a un symbole qui représente le 0. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais dans l'histoire du 0, mais c'est quelque chose de colossal. Puisqu'il faut attendre en 600 Brahmagupta en Inde pour avoir quelque chose. Là, ce quelque chose, on l'a en 2000 de l'ère ancienne africaine pratiquement. Donc, à partir de là, on commence encore à mener l'investigation. Donc, si on peut voir le document suivant, parce que il faut voir que c'est quand même dans le fond quelque chose de passionnant. C'est-à-dire que on découvre que effectivement, sur le papyrus Boulak 18, notre expert comptable mathématicien Néferhotep n'a pas laissé de l'espace vide, mais qu'il a traduit donc il a mis une graphie. Donc vous savez, l'écriture hiéroglyphique aussi, quand on a commencé à écrire sur les papyrus, il y a eu des cursives, donc le hiératique et le démotique. Donc lorsqu'on remonte à l'égyptien ancien, ça donne une graphie qui est le cœur surmonté de la croix, c'est-à-dire le Néfer, le Néferou. Donc, lorsqu'on reprend le document de Sir Alan Gardiner, qu'est-ce qu'on voit? À cette graphie, il a noté valeur de 0. Et quand on prend d'autres dictionnaires hiéroglyphiques, si on peut revoir le document, celui qu'on vient de montrer, vous allez voir que j'ai pris des photos de dictionnaires. Vous voyez, Néfer, 0, rien, en jaune, et en vert, Néferou, 0. Donc il y a le document qui vient de Sir Alan Gardiner qui est en vert, et il y a un autre document qui vient du dictionnaire de Bonamy. Vous voyez, Néfer, rien, 0. Donc ça veut dire que maintenant ça devient compliqué quand même. Il faut comprendre l'affaire. Voilà que le 0 n'existait pas en Afrique dans l'Antiquité. Mais vous prenez un dictionnaire et vous cherchez 0 et on vous dit Néferou, Néferou. Comment quelque chose qui n'existe pas fait pour être dans un dictionnaire? Là, c'est du jamais vu. Hein. C'est-à-dire, même Gérard Majax n'a pas réussi à faire ce coup-là. Là, nous sommes au-delà du truc. Le truc n'existe pas. Mais tu prends un dictionnaire, tu vas à 0 et tu vois la traduction d'égyptien ancien. C'est puissant. Et tu as le symbole utilisé dans les papyrus de mathématiques pour pouvoir le faire. Donc, qui fait que là, quand même, ça a été quelque chose d'extraordinaire. Parce que voilà qu'on a remonté à la source l'information dans le temps pour découvrir 2 choses. Oui, les anciens avaient déjà l'intuition du 0. On pense que c'est la première démarche. C'est vrai que comme ils utilisaient la base 10, donc quand vous écrivez par exemple 101, il y a le symbole de la cordon roulé et le bâton, donc vous n'avez pas besoin de notifier particulièrement le 0, mais lorsque vous êtes en comptabilité, vous êtes obligé par contre là, quand vous faites les opérations de calcul, de laisser un espace vide là où il n'y a pas de colonne. Vous comprenez? Parce que si tu as 3 poireaux, tu n'en as pas 10, ben ça veut dire qu'il faut bien laisser l'espace vide pour notifier que il en reste 3. Parce que c'est de la comptabilité aussi qui concerne les aliments qui sont et le ravitaillement de la cuisine royale. Donc il faut être sûr le nombre d'œufs qu'il y a, le nombre de farine, le poids de la farine, tout ça. Il faut être précis. Donc qui fait que dans ce contexte-là, on voit arriver effectivement un certain nombre de documents qui sont ultra précis. Est-ce qu'on peut voir le document suivant? Parce que c'est intéressant de voir ça. Voilà. Ça aussi, c'est très intéressant. Pourquoi c'est très intéressant? Parce que on a ici le 0 dans l'architecture. Alors, pourquoi c'est important? Parce que vous avez Dieter Arnold, qui est un spécialiste en architecture en construction, a remarqué sur les bâtiments qu'il y a une ligne sur la construction qui marque, par exemple, la ligne référentielle 0. D'accord? C'est ce qu'on appelle Néferou. D'accord? Mtep Néferou, la ligne 0. Et si vous considérez que la ligne 0 représente le sol, si vous construisez un monument qui s'élève au-dessus du sol, il faut quand même être capable de dire quelle est la hauteur du monument. Donc, la numérotation positive, vous voyez, au-dessus de 0, d'accord, R Néferou, donc au-dessus des 0, c'est-à-dire 3 coudées au-dessus de 0, 40 coudées au-dessus des 0. Donc ça veut dire que vous inventez la notation positive.
Bah, mais comme beaucoup de bâtiments s'enfoncent dans le sol pour des raisons aussi climatiques, parce qu'il fait meilleur en termes de température quand vous creusez dans le sol, donc vous êtes obligé de dire aussi de combien vous avez creusé sous le sol, donc à partir de la ligne 0 en dessous en termes de coudées, c'est-à-dire 10 coudées en dessous du sol. Donc vous avez en dessous de 0, hein, donc qui est tout simplement en dessous du sol. Donc vous voyez, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire de voir que on va affecter à d'autres peuples l'invention de la numérotation positive et négative à partir de 0. Or, dans les constructions africaines de l'Antiquité, vous avez la ligne 0 qui est le niveau du sol. Donc c'est vrai que Dieter Arnold dit c'est pas toujours le niveau du sol parce que ça peut être un lieu sacré à un étage qui sera la référence de ce qui sera fait au-dessus et de ce qui sera fait en dessous. Mais néanmoins, cette ligne référentielle-là va engendrer des nombres positifs et des nombres négatifs. Donc si on cherche dans l'histoire de l'humanité l'invention des valeurs négatives, il faut venir en Égypte. On ne peut pas commencer l'invention du 0 si on ne va pas voir ce qui a été fait en Afrique. On ne peut pas commencer l'histoire des mathématiques si on ne va pas voir aussi ce qui se faisait aussi à ce niveau-là. Donc, qui fait que, qu'est-ce qu'on constate? On constate que les plus grands spécialistes, lorsqu'ils abordent l'histoire du 0, on se fait plaisir entre amis, quoi. Parce que si on met les documents africains, bon, enfin, je vous ai montré, Auguste Mariette, voilà son document de fouille, il a retrouvé les papyrus Boulak, sur le papyrus Boulak, Sir Alan Gardiner en Angleterre l'a traduit, donc il voit bien qu'il y a 0, il met 0. La chose c'est, est-ce qu'il y a eu un symbole ou pas? On découvre que Néferhotep effectivement a mis un symbole, qui est le Néfer-Néferou. Et donc, ce Néfer-Néferou, la question qui se pose, mais pourquoi on cache ça? Parce que dans la tradition africaine, quand on veut écrire le nom du fils de Dieu, Néfer ou Siré, c'est cette graphie-là pour dire que c'est un être dont la bonté est dans tout. La bonté est dans ce qu'il dit, ce qu'il fait, ce qu'il pense. Il n'est que bonté, c'est le Fils de Dieu. Et c'est avec cette graphie, le cœur surmonté de la croix, qu'on écrit donc son nom. Mais le cœur surmonté de la croix dans la chrétienté, c'est quoi? C'est censé être le symbole du Fils de Dieu. Mais comment le symbole du Fils de Dieu blanc existait à l'époque où il était noir, 5000 ans avant? Est-ce que vous voyez l'affaire? Donc, on se pose la question, est-ce que finalement, c'est pour noyer le poisson et donner le champ libre au christianisme qu'on a caché cette affaire-là? Parce que ça me rappelle les manuscrits de Nag Hammadi. Vous savez, quand je suis, des fois, on discute avec les enseignants, vous avez des enseignants qui vont me dire, par exemple, oui, mais monsieur Omotunde, quand même, il faut quand même reconnaître que c'est grâce à l'Occident qu'on a de quoi écrire et qu'on a les livres. Bon. Et donc, j'explique aux gens que le problème de fond, c'est que le mot papier vient de papyrus. Et donc, à partir de là, la première fois qu'on a écrit sur un support souple d'écriture, c'est quand même en Afrique. Maintenant, le livre se dit Medjat en égyptien ancien, et la bibliothèque, c'est-à-dire là où il y a tous les livres, se dit Père Medjat, donc la maison du livre. Donc, si le mot existe dans le dictionnaire et dans les textes égyptiens, c'est qu'il y a bien un espace. Mais quel est le problème? On va expliquer les choses très simplement parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Vous savez, un papyrus, quand vous le déroulez, vous avez ce document, donc vous commencez à le lire et vous enroulez d'un côté et vous déroulez de l'autre parce que ça peut faire 800 mètres de long. Et il y a eu un jour un ancêtre qui s'est dit, mais pourquoi ne pas plier le papyrus en accordéon? Et quand il a plié en accordéon, on se dit, ils ont commencé à lire page par page, page par page. Et il s'est dit, mais finalement, si on met toute l'information sur une page, on tourne la page, on a toute l'information. Donc, à partir de là, ça permettrait finalement d'avoir une praticité au niveau de la lecture. Et donc, quand ils ont fait ça, ils ont cousu cette partie-là avec du cuir et ça donne le premier livre. Mais le premier livre, les manuscrits de Nag Hammadi, c'est en Afrique. Donc, si le premier livre de l'histoire de l'humanité est né en Afrique, la question c'est pourquoi personne ne le sait? Parce que dans ce livre-là, Jésus est marié à Marie-Madeleine. Ah ouais, Attention, on imagine bien qu'ils veulent pas tu comprends le dossier. Là, il est marié et le coach des apôtres, c'est cette femme-là, c'est sa femme qui coach les apôtres pour leur expliquer que tu vois, l'Est c'est par là, l'Ouest c'est par là. Bien caché, ça. Et comme on voulait pas donner à la femme ce rôle-là dans l'histoire, c'est pour ça que les gens qui croient en Jésus, ils savent pas que des Jésus, il y en a 1000, il y en a 2000, il y en a 3000. Parce qu'il y a beaucoup de textes, d'ailleurs, qui sont cachés, les manuscrits de Qumran, les manuscrits de Namagandi et tout ça. Parce que la version du personnage ne correspond pas à l'espèce de ultra bright qu'on voulait créer.
Donc, dans le champ de c'est un homme seul qui n'a pas de femme. Alors que dans les manuscrits de Nag Hammadi, il est marié, et c'est pour ça que vous avez l'histoire des rois français qui viennent de l'enfant qu'il aurait eu avec Marie-Madeleine, ça part de tout ça. Donc, à cause de cette affaire incroyable occidentale, les enseignants, les jeunes ne savent pas que le premier livre de l'histoire de l'humanité qu'on a tourné comme ça s'appelle les manuscrits de Nag Hammadi, et que le livre se dit en égyptien ancien Medjat, et que c'est une invention africaine. Et quand on dit, mais il faut comprendre les faits, Netcher Medjat, c'est le livre saint. Donc le livre saint, le livre sacré, puisque Medjat c'est le livre, Netcher c'est la divinité, la sainteté, donc Netcher Medjat, c'est le livre saint. Donc vous voyez que tous ces termes-là se retrouvent, mais c'est bizarre, c'est étonnant de voir que ce zéro, il existe, il est passé sous silence à cause d'une graphie qui a une correspondance très importante dans la tradition chrétienne. Voilà. Merci. C'est important de le souligner. Merci beaucoup, professeur. En tout cas, là, on est là pour assister à l'histoire. Ils vont pas la falsifier sous nos yeux. Totalement. Pour ce qui est en train de là, se on a passer. les documents. Là, on a les documents, on monte les documents et on discute. Très bien. Voilà. Et on revient donc jeudi prochain pour un nouveau cours d'anthropologie. Totalement. Merci beaucoup, professeur. On espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Restez branchés sur Canal 10 Télévision. Nous, on revient jeudi prochain pour un jeudi anthropologie. Une bonne soirée à vous. Bisous, bisous tout le monde.